Merci Honoré Yaoundé, mesdames, messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus en cette année 2026 pour une autre aventure panafricaine sur Info TV. Vous en avez l'habitude, Ouru Africa prend ses quartiers. Ce soir, nous restons au cœur de la CEMAC avec toutes ces interrogations qui fusent du côté de la commission. On parle là-bas justement d'une cessation d'activité. C'est pas moi, c'est le président Ondo, le président Balthazar qui l'a dit. Il l'a dit au sortir de ce sommet extraordinaire de Brazzaville. On a cette crise de leadership qui semble affichée. On a ce passeport SEMA qui reste pour certaines circonstances une vue de l'esprit. On a cette libre circulation qui interroge. Peut-on partir sans passeport et sans autre visa de Brazzaville à Yaoundé, de Malabo à Bangui ou alors de Libreville à Douala? Les questions fusent. Des interrogations à n'en plus finir autour de la CEMAC. Que vaut-elle? Que pèse-t-elle? S'achemine-t-on au vu des derniers événements à quasiment la fin de la CEMAC? C'est une question grave, mais qui mérite d'être posée ce soir sur le plateau de Ouru Africa. On s'interroge sur la CEMAC. Je prends la transition et je reviens tout après pour les présentations. Retour sur le plateau de Ouru Africa avec un grand sourire qui va tout de suite s'estomper tant la situation est grave dans la sous-région. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau justement des scientifiques, des experts. Nous allons commencer par le consultant des questions sécurité sur Info TV, le docteur-colonel Didier Badjak, qui nous accompagne avec beaucoup de plaisir ce soir. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Stéphane, bonsoir à tous les co-discutants, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je crois que c'est la formule introductive consacrée. Oui. Et je vais on peut la changer aussi. On peut la changer, hein. On peut dire qu'on veille, hein, n'est-ce pas, et que notre critère majeur de réflexion, c'est la veille stratégique qui nous organise un peu notre manière de voir l'avenir, la prospective. Et ce qui est important aujourd'hui, mettre un point important sur cette manière de voir les choses, de les analyser avec le plus de neutralité possible, être capable d'apporter quelque chose, l'aide à la décision, pour dire aussi ainsi, ne pas être partisan de quoi que ce soit, mais l'aide à la décision, être capable de rester citoyen, républicain et apporter cette aide à la décision. Merci, docteur Badjak. Avec le concours de notre réalisation, il a été présenté sans qu'il n'ait été annoncé. Aimé Cyprien Olinga, c'est un homme politique camerounais. Il est le président du Front démocratique révolutionnaire. Bonsoir, président. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants et bonsoir à vos millions de téléspectateurs du Cameroun, de l'Afrique centrale, et de l'Afrique et du monde. Alors c'est vrai que c'est votre baptême de feu sur la tribune panafricaine. J'espère que le FDR est dans la grande dynamique panafricaine qui irrigue et fait bouger le continent. Bien entendu, d'abord, peut-être que vous ne le savez pas, j'ai assisté très souvent en tant qu'invité permanent sur d'autres chaînes, oui, n'est-ce pas, aux émissions panafricaines, parce que le FDR est un mouvement révolutionnaire qui a vocation à s'implanter sur l'ensemble du continent, qui milite pour les États-Unis d'Afrique, et qui est un mouvement sankariste qui s'inspire des idées de Thomas Sankara, de oui, Jerry Rawlings et même de Patrice Emery Lumumba, ces précurseurs qui, en leur temps, avaient l'avance sur leur temps, qui était probablement incompris en ces temps-là, mais aujourd'hui, nous avons la certitude que leurs idées qui ont fait du chemin sont celles qui vont construire l'Afrique d'aujourd'hui et surtout celle de demain. L'Afrique de demain, Président, en une seconde, vous pensez quoi des héritiers de Thomas Sankara et de Patrice Lumumba? Certains ont fait de pointer du doigt le président burkinabé, le président du Mali et au Niger. On espère, certains, on estime pour d'autres que cela s'inscrive dans la lignée
de ces illustres africains dont vous avez évoqué les noms en introduction? Bien entendu, vous savez que le président Traoré, pour ma part, et c'est une chance pour l'Afrique, et je pourrais même dire le Souzi, c'est l'incarnation du président du président Thomas Sankara. C'est son président Haute-Volta? Non, du Burkina Faso. Le président du Burkina Faso. Et je crois que le Burkina a cette chance d'avoir perdu Thomas Sankara et de l'avoir retrouvé en Ibrahim Traoré. Je pense également que le président Goïta Tchani sont effectivement également des dignes successeurs des Kwame Nkrumah et autres qui vont probablement redonner le sens au panafricanisme tel que pensé par ses pères fondateurs et pour donner un minimum de sourire à notre continent qui aujourd'hui a besoin de repères. Je crois fermement que effectivement nous sommes dans la bonne voie. Ici au Cameroun, nous, au Front démocratique révolutionnaire, nous avons décidé de porter le flambeau du sankarisme, du panafricanisme révolutionnaire et je crois que nous faisons notre bonhomme de chemin et nous sommes très écoutés, nous sommes très appréciés, y compris par ses compatriotes, ses autres amis africains du Burkina. Je peux vous affirmer qu'au Burkina Faso, je suis aussi populaire que le président Traoré parce que là-bas, il paraît qu'on m'appelle le plus burkinabé des Camerounais. Merci. On va justement vous évaluer avec ces contributions qui nous viendront du Burkina Faso. Lui n'est pas burkinabé, il est camerounais. Il est journaliste et politique aussi. Simon Nsengue est sur le plateau. Bonsoir Simon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous les millions de Camerounais et d'Africains qui nous suivent. Merci de m'avoir invité à votre émission. Je l'ai dit, vous êtes journaliste, mais la casquette politique que vous arborez en certaines circonstances, elle est tout aussi présente. Vous êtes un des éminents communicants du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais, RDPC. Ce n'est pas un secret. Comment ça se passe de ce côté? Oh, vous savez, nous sortons d'une année électorale qui nous a essorés en énergie et donc nous sommes fiers de reprendre peu à peu l'énergie, mais je salue tous ceux et celles qui se sont mis aux côtés du président national du RDPC pour sa brillante victoire le 11 octobre dernier. Également, le grand chelem que nous avons fait sur les régions, 10 régions sur 10, c'est cela et nous regardons dans un horizon très proche pour lorgner les 180 députés et les 360 mairies et 14 grandes mairies. Vous évoquez les mairies et le corps électoral aurait dû être convoqué aujourd'hui? Bon, certains parlent du 9 février, d'autres, pour être plus précis, parlent du 3 mars. Donc évidemment, tout peut se faire. Le président a toutes les manettes entre ses mains. Le calendrier électoral, il est connu, mais il peut être modifié. Suivant les règles constitutionnelles. Donc le président peut encore proroger le mandat des conseillers municipaux par décret. Vous le souhaitez? Bon, il ne s'agit pas de le souhaiter. Dans tous les cas, tous les plénipotentiaires du RDPC, potentiels, je dis bien, sont fin prêts pour aller à la bataille des mairies et des députations. Donc, mais est-ce que le contexte le permet? On va parler certainement de la situation de la CEMAC, oui. Tout à l'heure, la situation financière. Est-ce que, parce qu'une élection, c'est carrément pratiquement 50 milliards de francs CFA. Ce n'est pas une excuse facile. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Les questions, la sécheresse financière de la dossier sur un rapport des élections au Cameroun. Ce n'est pas une excuse facile. Vous allez bien nous dire si c'est une excuse facile qu'on suspende un certain nombre d'activités à la CEMAC. Si c'est facile, c'est pas facile. Le Cameroun est le pionnier de la CEMAC, c'est-à-dire pèse pratiquement 48% des échanges de la CEMAC et donc 50 milliards, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, tout peut arriver. Le président peut juger qu'il peut encore proroger. Il a le droit, la Constitution le permet, de proroger une fois de plus le mandat des conseillers municipaux et que le Parlement, pour le cas des députés, le fasse. Bon,
ça peut arriver. Ça peut aussi arriver qu'on convoque le corps électoral dans les règles, dans le droit. En tout cas, nous sommes encore dans le sillage du droit. Le président a toutes les manettes en main. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Merci Simon Messengue pour cette lecture. C'est vrai que la situation politique, président, je ne vous invite pas à réagir. Vous n'allez quand même pas aussi laisser Messengue dire tout ce qu'il a dit là et puis nous museler. Je veux juste ajouter, je veux juste dire à la suite de Messengue que même si les raisons qu'il a évoquées me semblent un peu tiré par les cheveux, je pense pour ma part, et c'est la position de notre parti, et c'est pour ça que nous avons décidé de reprendre très rapidement la parole pour donner la position des révolutionnaires. Nous pensons que au sortir de l'élection présidentielle, tout le monde a vu ce qui s'est passé, on a besoin justement d'un certain nombre de réformes. Et je pense pour ma part, et c'est la position de mon parti, qu'il serait bien, et très bien d'ailleurs, que le président de la République fasse précéder la convocation du corps électoral par un certain nombre de réformes. Vous savez qu'au sortir même de cette élection, le président, je crois que c'est lui, il a instruit le ministre de l'administration territoriale à engager une réforme sur le plan administratif. Oui. Et qu'actuellement, c'est en chantier pour la création de nouveaux départements, des nouvelles communes, probablement des nouveaux arrondissements. Vous savez qu'on a inauguré notre palais, vous appelez le palais Paul Biya, Parlement. Vous savez que ce palais permet aujourd'hui justement que nous puissions avoir un Parlement de 300 à 400 élus. Donc, nous pensons qu'il faut d'abord faire ces réformes sur le plan administratif. Parce que si on crée de nouveaux départements, et ce que nous, au FDR, nous souhaitons d'ailleurs, parce qu'il faut dire que ce pays a besoin de réformes, et très rapidement. Donc, si on crée de nouveaux départements, il va de soi qu'il y aura un nouveau redécoupage sur le plan électoral, et forcément, on aura un peu plus de 180 députés. C'est possible lorsque l'on dit qu'il y a des tensions en trésorerie? Non, c'est même pour cette raison que j'ai dit, mais lui, il a évoqué l'idée des tensions de trésorerie, mais j'ai dit qu'il y a également des raisons valables sur le plan politique. Il faut des réformes sur le plan électoral, il faut des réformes sur le plan administratif. Parce que, comme j'ai dit, si la réforme que le président a initiée au sortir de l'élection présidentielle, c'est-à-dire celle qui consiste à créer des nouveaux départements et des nouvelles communes, cette réforme doit précéder les élections. À ce moment, il y aura de nouvelles communes. Les communes qui existent actuellement, on risque de passer. Et d'ailleurs, nous souhaitons que nous passions de 360 communes à pratiquement 400 ou 500. Merci. Et c'est important de le dire. Donc ces réformes-là, la réforme sur le plan administratif, création de nouveaux départements, de nouvelles communes ou arrondissements, et devrait en principe précéder. Donc je pense qu'il faut d'abord faire cela. On n'est pas le président. Moi, pour dire vrai, le FDR est pour un autre report, peut-être pas de très longue durée, même de 6 mois, mais que nous puissions, qu'on puisse d'abord procéder à cette réforme administrative et justement réformer aussi le système électoral. Il ne vous échappe pas également qu'il y a encore des milliers de nos compatriotes qui sont en prison. Il faut les faire sortir parce que parmi eux, il y a des cadres des partis politiques qui peuvent et qui aspirent à être députés et maires, conseillers municipaux. Il faut les faire sortir tous des prisons et il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire avant. Merci. C'est vrai que... Évidemment, si le président veut partir seul aux élections... C'est notre débat. C'est notre débat. Eh bien, Cyprien Oligua, la sortie de Simon nous a entraînés dans le dédale de la politique au Cameroun. C'est vrai que ces interrogations-là sont majeures et elles interpellent les citoyens, quel que soit le bord politique. Faut-il tout de suite aller vers ces élections couplées législatives municipales? Faut-il prolonger pour les municipales et passer par le Parlement, l'Assemblée nationale pour les législatives? Autant de questions qui ne sont pas très loin de celles qu'on va se poser ce soir lorsqu'on va évoquer des questions de gouvernance au niveau de la CEMAC. Je commence avec vous, docteur Badjek. Alors, docteur, c'est si grave que ça en CEMAC? Oui, c'est si grave parce que je pense que les difficultés se sont prononcées depuis suffisamment longtemps et que on n'a jamais pris pleine conscience des difficultés qui arrivaient. Et ça, c'est une très mauvaise analyse stratégique, c'est-à-dire que on évolue dans des systèmes et dans des organisations qui manquent de vision. On manque de vision, par la suite on manque d'axiologie stratégique
Et tout se met comme ça par des réactions politiques de part et d'autre, des effets d'annonce aujourd'hui qui ne justifient même pas la réalité de ce que nous vivons. Nous avons une CEMAC depuis ce départ qui donne une physionomie qui est constante, c'est-à-dire qu'une stabilité nominale des prix, mais à la défaveur et à l'asphyxie, n'est-ce pas, de la croissance et d'une croissance, difficulté même de liquidités bancaires. Ça, c'est le grand problème que la CEMAC a aujourd'hui. C'est-à-dire que si l'on regarde la particularité de chaque État, on se rend bien compte qu'il y a un déséquilibre dans les importations et les exportations. Ce qui fait qu'il y a une véritable crise, n'est-ce pas, de valeurs des réserves que nous avons. Et si jamais on veut régler ce problème, n'est-ce pas, par l'action, on ne va jamais y parvenir. Il faudrait être capable de pouvoir régler le problème à un niveau stratégique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut questionner la monnaie. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, que l'on soit encore à avoir peur de porter des critiques absolues sur ce franc CFA. Alors, le sommet extraordinaire de Brazzaville a justement amené les chefs d'État à se questionner sur la question de la monnaie. Il avait été question, c'est vrai que ça peut relever justement de l'audace d'aller du côté des chamailleurs, du côté du Trésor public français, essayer de récupérer les avoirs de la CEMAC qui y sont logés, autant de manœuvres assez délicates qui peuvent peut-être susciter de l'espoir, mais qui relève encore beaucoup justement de l'audace de ces pays de la CEMAC-là. Est-ce que c'est possible de résoudre ce problème du franc CFA avec cette captation des acquis de la CEMAC du côté de France? Je dois déjà vous dire qu'il y a une incongruité qui est notoire. C'est-à-dire que celui qui détient les réserves n'est pas celui qui fixe les politiques de développement dans les pays. Vous comprenez très bien qu'il y a les réserves d'une part, n'est-ce pas? Mais en termes de développement, chaque État contracte une quantité de dettes auprès de bailleurs qui ne s'encombrent pas de savoir quelle est la finalité de ces crédits que chaque État est en train de prendre. Oui. Et après, il y a ce déséquilibre qui se fait, les pays s'endettent. Et moi, j'ai bien peur que lorsqu'on va arriver à un endettement qui n'est plus gérable, qui n'est plus remboursable, qu'on va avoir ces grands bailleurs qui nous attendent au tournant, qui vont dire que, bah, écoutez, vous avez, comme au Venezuela, c'était parfait, c'est-à-dire que votre pétrole va pouvoir payer votre endettement. C'est-à-dire qu'on concède à vie les mines à certains pays qui se disent nos amis aujourd'hui, parce que même dans la structuration de ce qui est fait au niveau du crédit, eh bien, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de cohérence, ça n'a pas de pertinence. Parce qu'on s'endette pourquoi? Si on s'endette pour créer de la richesse, je suis d'accord de cet endettement. Il faut être capable de pouvoir industrialiser. On connaît les segmentations de cette économie-là. Je vais dire quelque chose de très basique. C'est-à-dire qu'on pourrait partir de l'industrialisation, de l'économie de biens et services, de la multiplication des emplois et tout, et faire baisser, n'est-ce pas, tous les éléments macroéconomiques dans un premier temps. Mais il y a une incohérence. Et puis, il y a une incohérence au niveau des politiques économiques de chaque État, c'est-à-dire qu'il y a une dissonance entre ce qui se fait, par exemple, au Tchad, ce qui se fait au Cameroun, ce qui se fait, il y a un problème de masse monétaire, il y a un leadership même qui n'est pas totalement assumé. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'incohérences, n'est-ce pas, qui sont stratégiques et qui font qu'aujourd'hui, vous savez que nous étions ici il y a 2 semaines ou 3 semaines, oui, et que nous étions très pessimistes et que ce que nous avions prédit sur le plan statistique, il ne faudrait pas croire qu'aujourd'hui on a des sujets tabous. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que non, il y a les politiques qui pensent plus que d'autres et qu'il y a d'autres qui sont seulement là pour suivre. Nous ne sommes pas dans un suivisme stratégique. Nous avons fait l'école, c'est pour être capable de poser à un moment des constats stratégiques. Et on n'est pas là, ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas citoyens ou bien républicains. Nous sommes là, moi j'ai toujours invité les gens à avoir un très grand respect à nos institutions. Mais cela n'empêche pas, n'est-ce pas, aujourd'hui que la pensée stratégique sorte un peu de ce schéma unique où on ne peut pas être capable de dire la vérité. Nous savions que la CEMAC était en train d'aller droit dans le mur. C'était un constat, mais aujourd'hui on est quasiment à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme toutes les portes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On cesse ses activités ici et là. On a ce leadership non assumé que vous évoquez. On a cette crise même au sein des idéologies. La question du passeport, la question de la libre circulation, la question du leadership même
Donc, est-ce que, qu'est-ce qu'on fait? est-ce que la CEMAC réagit même comme une organisation qui est soudée? Non. Déjà, si entre nous, on ne peut pas aller au Gabon de la manière la plus libre et circuler librement, ou alors ailleurs où les Gabonais venir ici, il y a un problème. Il faudrait que les chefs d'État de cette région puissent se dire les vérités, savoir si vraiment on veut encore faire chemin ensemble. Moi, ma pensée, c'est que moi j'aurais une tendance à travailler avec un pays qui m'offre beaucoup plus en termes d'économie, en termes d'échange, et c'est le Nigeria. Le Cameroun, c'est une grande puissance au niveau de la CEMAC. Hein? Aujourd'hui, il y a des gens qui nous tirent. Il faudrait être solidaire de la catastrophe, mais on ne va pas être solidaire jusqu'au suicide. Merci, Dr Badjek, pour cette première prise de parole. Alors, Simon Messengue, je me tourne vers vous. C'est vrai que vous aussi, en d'autres lieux, vous avez alerté sur cette CEMAC avec des boulets. Il ne faut pas se le cacher. Cette CEMAC qui peine véritablement à s'inscrire sur le segment et les sillons de la compétitivité. Aujourd'hui, on parle de sécession d'activité, on parle de leadership, on parle de crise à tous les étages. Qu'est-ce qu'on fait? La question pourrait être la même. On se sépare de ceux qui nous freinent, on ferme toutes les portes, on essaye de gérer autant que faire se peut en s'endettant à tout va, comme c'est un peu le cas. Qu'est-ce qu'on fait alors que la CEMAC semble véritablement croiser les chemins? Oui, la question que vous posez a une réponse simple. Il faut prendre des décisions courageuses. Naturellement, qu'est-ce qui se passe en zone CEMAC? Nous avons 6 pays qui ont, pour pratiquement 4 pays, qui ont une même ossature économique. Vous avez le Gabon, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, dont l'économie est essentiellement adossée sur le pétrole. Ça veut dire que vous avez le Gabon, c'est 85% de son économie adossée sur le pétrole. Le Tchad, c'est 75%. Le Congo-Brazzaville, c'est 62%. Vous avez la Guinée équatoriale, c'est pratiquement 75%. Lorsqu'il y a des secousses au niveau international sur le brut, ces économies s'affaissent. Alors, en revanche, au niveau intérieur, qu'est-ce que vous avez? Vous regardez un peu ce que représente le fisc dans ces économies, vous vous rendez compte que ça ne représente pas 5 à 10% de leur budget. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un dynamisme économique, il n'y a pas un entrepreneuriat réel qui est mis sur pied. On attend, on veut vivre sur les économies, on a comme une économie de rente et autres. Vous avez un pays comme le Cameroun, dont le pétrole représente pratiquement 11%. Pour revenir sur le Cameroun, en un mot, Simon Messengue, c'est vrai que le Cameroun, dans la CEMAC, reste un gros point d'interrogation. Le colonel l'a, de façon civiline, plus ou moins évoqué. Le Cameroun est censé être le patron, leader économique, poumon économique de la CEMAC, mais on a l'impression que le Cameroun peine à assumer son leadership et que le Cameroun se cache entre guillemets et ne veut pas véritablement tirer la CEMAC vers le haut. Non, je crois qu'il ne faut pas regarder les choses comme ça. Vous regardez les choses sur les effets de manche. Les discours dithyrambiques que les uns et les autres font. La réalité est là, c'est que le Cameroun tire ses économies. En fait, même le Cameroun est en train de sacrifier son économie au prix de la CEMAC. Parce que la CEMAC, c'est quoi? C'est que il faut bien que, c'est-à-dire que les chocs que vous avez, ces chocs-là sont contagieux. Ah oui, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation où le Cameroun est obligé de tirer les autres. Ah oui. Et maintenant, ça pose un réel problème. Ça pose un très gros problème aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la CEMAC a un problème au niveau de sa monnaie. La monnaie, le franc CFA, c'est connu de tous. C'est une monnaie qui est atypique, qui est dépassée. Pour les économies au XXIe siècle, cette monnaie est dépassée. Il faut le dire. Une monnaie qui a une convertibilité illimitée. Qui ne fluctue pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, illimité, ça veut dire que ça tue l'entrepreneuriat local au profit des importations. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui, tous nos devises sont essorées, sont érodées. Parce qu'en réalité, on est en train de faire des importations tous azimuts. C'est-à-dire que la brocante chinoise, les pacotilles belges et autres, tout cela. Et ça n'a pas de limite. De deux, la parité fixe. Lorsqu'on veut stimuler
dans les économies, lorsqu'on veut stimuler, les exportations, on baisse la monnaie, on réduit on réduit le taux directeur à la monnaie, on réduit même sa convertibilité, de telle sorte que sa parité, de telle sorte que nos exportations soient beaucoup plus attractives. C'est la méthode chinoise dans le dumping. Très bien, oui, c'est ce qui se passe, mais vous avez une monnaie qui est stable à tout vent. Et ce sont les pays voisins comme le Nigeria et autres qui en profitent parce que leur monnaie, comme elle est fluctuante, les réserves sont en francs CFA ou en euros. Mais naturellement en France, parce que c'est une monnaie stable. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette question ne peut plus être tabou. Elle ne peut plus être tabou. Alors, est-ce que la question de la monnaie, si on comprend bien le franc CFA, élude toutes les réalités qui sont les nôtres? On a évoqué cette question de passeport CEMAC, cette question de libre circulation, cette guerre de leadership entre les présidents. Est-ce que vous comprenez que lors du sommet extraordinaire de Brazzaville, le numéro 1 camerounais ne soit pas allé de ce côté-là pour véritablement faire porter l'orientation et la vision du Cameroun sur ces questions? On a évoqué des questions très sensibles, les questions de franc CFA, mais le numéro 1 camerounais était représenté, Simon Messengue. Écoutez, il a envoyé qui là-bas? Le ministre des Finances. Très bien, le ministre, parce qu'il s'agissait des questions économiques. Il s'agissait des questions économiques. Là, on parlait de l'économie et en réalité, moi je pense que ça a été une bonne décision. Il faut arrêter de faire... Pourquoi n'est-il pas y aller lui-même? Attendez, il faut arrêter de faire la façade. Lorsque les choses se présentent, il faut prendre le taureau par les cornes. On ira, on va faire les photos, le président était là, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis quoi encore? Nous sommes à une situation où on ne peut plus porter les gants. Est-ce qu'au niveau décisionnel, le ministre des Finances pouvait orienter comme le président Paul Biya? Je vais vous dire une chose. Quand vous représentez quelqu'un, il vous donne des orientations par rapport au travail à faire. C'est ça dont il est question. Il faut qu'on arrête aujourd'hui, c'est-à-dire que ces opérations de charme, de photos, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois que la CEMAC a des problèmes profonds. Et le problème c'est les réformes économiques. Le seul pays, vous parlez de représentation, le seul pays qui a une économie diversifiée, parce que le premier élément c'est ça, le deuxième élément c'est la monnaie, c'est-à-dire les économies de la CEMAC doivent être diversifiées pour que les chocs comme ceux venus du pétrole ne soient pas des chocs fatals. C'est de ça dont il est question. Peu importe que le président soit là lui-même ou alors qu'il soit représenté, ça reste la même chose. C'est ce qu'il faut savoir. Merci Simon Messengue. Alors, Aimé Cyprien Olenga, président des Révolutionnaires, lui donne d'abord la question sur le plan politique. Pour vous, c'est la même chose que le président camerounais, que l'on peut, sans grand risque de nous tromper, penser qu'il est un des leaders de la CEMAC, ne soit pas là. Pour vous, le ministre des Finances est tout à fait à l'aise de porter la vision du président camerounais. Autre question, est-ce que, au vu des chiffres et au vu de la tendance, est-ce que vous pensez que la CEMAC pourra sortir de ce choc qui est visible avec cette cessation d'activité qui est annoncée et cette incapacité véritablement à aller vers les réformes attendues? D'abord, pour vous parler du ministre des Finances, il ne me semble pas que le ministre des Finances soit la personne indiquée pour assister à ce genre de sommet. Pour ma part, je pense que le président de la République du Cameroun devait et devrait être à ce genre de sommet. Le Cameroun, c'est quand même le pays leader de la sous-région. Un pays qui devrait, et j'ai même l'impression, j'ai la nette impression, je peux me tromper, que c'est justement parce que le Cameroun joue le mauvais rôle que cette CEMAC ne décolle pas. Hein, le Cameroun joue le mauvais leader. Un leader, ça porte. On ne peut pas simplement se vanter que nous avons la première économie. Et là, quand vous avez la première économie, là on doit prendre les décisions, votre leader doit être là. Parce que quand il est là, il impacte fondamentalement les décisions qui sont prises. Mais s'il est représenté, il y a un problème. Moi, je pense que, oui, on aura beau dire... Ça peut vouloir dire qu'il ne considère pas l'importance de l'assise. On parlait quand même d'un sommet extraordinaire. Ou bien alors, les questions débattues ne sont pas primordiales pour le leader du Cameroun qui estime peut-être que sur les grandes stratégies économiques, le ministre des Finances peut être à la hauteur pour porter la voie et l'orientation du Cameroun. Non, mais le ministre des Finances ne peut pas porter la voie de la souveraineté de notre peuple pour aller décider ou être la voix prépondérante au milieu des chefs d'État. D'ailleurs, j'étais en train de dire que
c'est vous-même qui avez parlé des problèmes de leadership tout à l'heure, et vous avez très bien fait de le souligner. Il est de notoriété publique que dans notre sous-région, il y a un problème de guerre de leadership entre les différents leaders d'Afrique centrale. Qui conteste quoi? Je ne sais pas ce que les uns et les autres contestent, mais il me semble que chacun s'agrippe sur sa petite souveraineté là. Ou alors, prenons des exemples. Les Camerounais sont chassés comme des malpropres de Guinée équatoriale et du Gabon. Il n'y a pas de réponse camerounaise. Malheureusement, et vous comprenez pourquoi j'ai dit que le Cameroun est en train de jouer probablement le mauvais rôle. Parce que si le Cameroun jouait franchement son rôle de pays leader de la sous-région, eh bien, on ne chasserait pas les Camerounais comme des malpropres de la Guinée équatoriale. On ne les chasserait pas comme des petits, des malpropres du Gabon. On ne peut pas être leader et voir les populations du pays leader être malmenées comme des petits esclaves. Ce n'est pas sérieux. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, lorsque vous vous retrouvez dans un sommet extraordinaire à Brazzaville et que vous avez les présidents des autres pays voisins, au Cameroun, vous n'avez même pas le Premier ministre. Vous avez le ministre des Finances. C'est vrai que ce choix avait surpris beaucoup. Vous avez le ministre des Finances. Cela veut dire en réalité que pour nous, probablement pour le chef de l'État, c'était pas un sommet important. Et pourtant justement, et je suis d'accord avec ceux qui ont pris la parole avant moi, qu'il y a un réel souci de refondation. J'aime ce mot parce qu'il sied justement au programme révolutionnaire. Il faut refonder. Il y a un problème de refondation non seulement de nos économies, et même cela doit aller au-delà. Qu'est-ce qu'il est? Depuis pratiquement, on est pratiquement, je crois, à 7 ans aujourd'hui, on va un peu plus de 7 ans, qu'on nous a informé qu'il y avait un comité d'experts qui avait été mis en place pour réfléchir sur le franc CFA, les évolutions à faire sur ce franc CFA justement qui plombe nos économies. C'est de notoriété publique aujourd'hui que le franc CFA fait partie du passé et que d'ailleurs c'est un des éléments qui nous tire vers le bas sur le plan économique. Il va falloir reformer. Il faut une monnaie sous-régionale, souveraine, du moins tout au moins commune des pays d'Afrique centrale, mais qui justement n'a plus cette fameuse parité fixe, ces critères qu'on venait d'évoquer tout à l'heure et qui justement sur le plan économique ne permettent pas que nos économies soient viables et fiables. Donc il faut repenser, il faut revoir. Bon, vous avez parlé, et ça aussi c'est vrai, de ces réserves qui apparemment dorment depuis pratiquement près de 75 ans. Hein, parce qu'on parle de 1945, ouais. Du côté du Trésor français. Du Trésor français. Mais qu'est-ce que ça fait là-bas alors qu'il y a des besoins de financement de nos économies? Qu'est-ce que ça fait là-bas? Il faut bien que nos chefs d'État nous expliquent pourquoi 75 ans après, nos réserves de change, nos devises continuent d'être gardées. Parce que c'est ça, moi j'aime utiliser les termes qui permettent à tous nos compatriotes de comprendre, oui. D'être gardés quelque part alors qu'il y a un besoin. C'est un peu comme si, monsieur Stéphane, votre patron vous dit, eh bien, vous allez faire des économies, vous avez un salaire de 500 000, mais en réalité, vous n'allez utiliser que pratiquement 200 000. Moi, je vais garder 300 000 pour faire en sorte que vous ayez des économies. De 300 000 que vous n'allez jamais mettre à contribution, alors que vous avez peut-être vos enfants qui doivent aller à l'école, vous avez des projets de construction d'une maison, vous avez un salaire de 500 000, mais en réalité, vous n'utilisez que 200 000 francs. C'est de l'escroquerie, c'est même du banditisme. En réalité, nos chefs d'État, et je comprends très bien, ça aussi, je suis arrivé à imaginer un certain nombre de choses. Pourquoi certains sont là pratiquement depuis 40 ans? Vous pensez que c'est voulu Non, c'est qu'en réalité, nous avons l'impression, je peux me tromper, que ces gens, à un moment, j'ai dit ces gens, ces leaders, ne jouent forcément pas le jeu de leur peuple. Ils jouent le jeu d'un certain nombre de contingences basées ailleurs, ils servent plutôt les intérêts de quelque part, et quand ils ont le quitus de ce quelque part, ça les suffit. Et vous voyez bien que certains 40 ans, 50 ans par-ci et par-là, d'ailleurs notre sous-région est la seule
où vous trouvez la plupart des chefs d'État de 40 ans au pouvoir et plus. Et vous pouvez imaginer, moi j'imagine que c'est peut-être le change. C'est la contrepartie qui donne à l'ancienne puissance tutélaire, justement pour garder indéfiniment le pouvoir. Merci Cyprien. On remarque que ce n'est que de l'imagination. Il nous a rejoint depuis quelques minutes déjà. Dieudonné Tejissé, c'est un homme politique bien connu sur l'estrade camerounaise. Bonsoir Président. Bonsoir Stéphane, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. La CEMAC que vous mettez sur la table nous empêche de circuler efficacement parce que nous sommes obligés de passer... C'est vrai qu'il y a beaucoup de camions qui vont du côté de RCA, du côté du Tchad. Ça, c'est la CEMAC aussi. Oui, il y a Yaoundé sur le camion de la CEMAC. Sauf que nous venons de passer pratiquement 5 heures pour 3 heures. J'étais obligé personnellement de descendre pour diriger la circulation entre Carrefour Harry et le pont de la Djibomba, 3 heures. Preuve de ce que la CEMAC, qui est normalement une opportunité, a fini par devenir un handicap. Alors, l'essentiel, Président, nous arrivons au moment où nous évoquons justement cette CEMAC qui ploie sous de nombreuses interrogations, de nombreuses problématiques, de nombreuses confusions, parce que les questions de leadership, les questions de gouvernance, les questions de management. Tiens, revenons sur la dernière sortie du président de la commission, l'équato-guinéen Ngonga, qui justement informe l'opinion qu'il y a cessation d'activité. Comprenez-vous qu'il y ait des activités qui soient aujourd'hui inutiles dans le management et dans la gouvernance de la CEMAC? Il y a un certain nombre d'activités que le président de la commission a estimé inutiles et qu'il fallait désormais rester sur l'essentiel, sinon on ferme boutique. Bon, ben, moi je ne pense pas qu'il y ait des activités qui soient inutiles. Parce que, voyez-vous, la taxe d'intégration communautaire d'intégration, est prélevée à chaque fois que les marchandises entrent. Oui. Au lieu que nous cherchons à tuer la CEMAC, pour un pays comme le nôtre qui se veut le leader, nous devons plutôt faire des efforts pour pouvoir refonder cette CEMAC. Oui. Il se trouve que quand nous observons, les conditions de naissance de la CEMAC prédisposaient sa mort. Pourquoi je le dis? Vous avez des organisations, c'est la commission de la sous-région. Oui. Vous avez des organisations similaires comme la Commission européenne, des autres pays, des autres zones. La CEDEAO. L'UEMOA, où les représentants, les commissaires sont élus au suffrage universel direct par les populations. Or, à l'évidence, quand vous observez la CEMAC, c'est un jeu... C'est la rotation. Non seulement, c'est un jeu de concubinage qui entraîne à la fin, concubinage incestueux, des gens qui choisissent pour des raisons que eux seuls maîtrisent. Et donc, du coup, la CEMAC, qui est censée agir pour l'intérêt de la communauté, n'est plus en train de porter les aspirations des populations qu'elle est censée défendre dans les grandes négociations internationales, mais plutôt en train de faire le bon vouloir des leaders de la sous-région. Ça sera un peu plus pratique de Dieudonné Tejissé. Nous avons quasiment depuis 2007 la question du passeport CEMAC, la question de la libre circulation, j'ajoute intégrale, puisqu'elle a été plusieurs fois évoquée lors de rencontres au sommet. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les chefs d'État disent, mais ils ne pratiquent pas? On a les cas Yaoundé Libreville, Yaoundé Malabo, où à chaque fois le président Obiang et le président Biya, le président Oligui est arrivé il y a quelque temps, se rejoignent, se disent la même chose, qu'il faut qu'il y ait véritablement cette CEMAC en ébullition positive, où les populations vont et viennent sans contrainte, justement de passeport et autres visas, mais sur le terrain, on a l'impression qu'il y a un double discours. Y a-t-il une hypocrisie CEMAC qui est assumée et qui est validée par les chefs d'État? Il n'y a pas une hypocrisie CEMAC, il y a une hypocrisie des acteurs, des États qui composent l'organisation. Parce que si on vient mettre aujourd'hui une organisation dont les pères fondateurs avaient bien pensé pour que nous puissions faire poids égal avec les autres zones, ce serait un peu faire preuve de mauvaise foi. Ici, il n'y a que des acteurs
jouent le double jeu. Vous avez vu par exemple le Gabon, vous avez vu la Guinée, qui en termes d'effectifs de la population ont peur de se retrouver envahis par des Camerounais. Et moi je dis que par rapport à cette situation... C'est réel, ce fantasme d'une invasion camerounaise en Guinée équatoriale et au Gabon? Vous savez que ce sont des leaders politiques en mal de notoriété dans ces pays qui développent ce genre d'esprit dans la population. Et donc du coup, par rapport à notre position stratégique, qui est celle du Cameroun, nous pensons que nous devons plutôt refonder cette organisation à l'effet que le trop plein de notre production puisse servir pour relever notre dispositif économique. Parce que voyez-vous, au niveau de la CEMAC, on n'aurait pas eu ces problèmes de gouvernance si par exemple la CEMAC avait travaillé à ce que le potentiel en termes de disponibilité, en termes de terres, de production, soit assez efficace sans faire de la zone, le shopping, le shopping du blé de l'Ukraine, le shopping de tout. Parce que pratiquement, cette commission a travaillé avec les États uniquement à être un simple dépotoir, importation permanente. Peut-être parce que les uns et les autres n'ont pas mis l'accent sur la capacité à transformer localement. Tout à l'heure, Simon faisait allusion à ce que il se trouve que le pétrole était l'élément qui tirait les économies. Aujourd'hui, cette crise de gouvernance ne vient pas du manque d'argent. Les gens ont collecté de l'argent. Puisqu'à la douane, vous ne pouvez pas importer sans que les 1% ne soient... C'est un problème de mauvaise foi. Et pour vous rejoindre, il y a comme une certaine hypocrisie. Peut-être que la tête de M. Ngonga ne plaît plus Mais on est en système de rotation. M. Ngonga partira, un Centrafricain, un Camerounais ou un Gabonais sera là. Bon, l'urgence aujourd'hui, c'est de refonder la CEMAC à l'effet que nous puissions parler efficacement d'égal à égal avec les autres organisations. Tout à l'heure, il a évoqué la question de la monnaie. C'est une question qui est très importante, mais qui a besoin d'être soutenue par la capacité... Mais qui s'assimile aussi à un tabou. On l'évoque du bout des lèvres. Non, mais sauf que ce n'est pas un tabou pour nous. Pour nous, c'est un tabou pour les chefs d'État qui sont à la manœuvre. Parce que ces derniers sont justement... leur longévité au pouvoir, leur maintien au pouvoir est dépendant des métropoles qui les soutiennent dans la fourniture en termes d'armement, en termes de munitions, en termes de tout, y compris, mais parce que quand vous regardez, comment pouvez-vous comprendre que près de 65 millions de personnes dépendent d'une petite ville de 2000 habitants qui s'appelle la ville de Chamayer, qui produit le franc CFA. Vous parlez tout à l'heure des réserves. Est-ce qu'en temps normal, quelqu'un qui est en faillite peut être votre banquier? Parce que la France est en faillite. La France est en faillite. Vous dites qu'on va demander peut-être les réserves d'échange. Vous risquez d'arriver à la banque là-bas, vous ne trouvez rien. Vous trouvez rien. Donc du coup, il est important qu'on arrête d'être les sous-préfectures des puissances occidentales, que nous puissions prendre la mesure de ce que notre région est suffisamment forte, au lieu de céder, parce que quand vous voyez la crise de gouvernance, ou la crise d'existence de la CEMAC qui est là, certainement que les gars se rendent à l'évidence que nous sommes en train de nous réveiller. Il vaut mieux tuer le petit outil d'intégration que nous avons, à l'effet qu'on soit encore dans la phase de recommencement. Merci Dieudonné. Je vais faire réagir ceux qui nous regardent en donnant la priorité justement aux ressortissants de la CEMAC qui sont nombreux à nous écouter ce soir. Bonsoir, je suis en direct votre émission. Le Cameroun n'est plus le leader de la CEMAC. Le Cameroun a plus importé en 2024 au Gabon. Le Cameroun importe le riz, le maïs, le blé. Le Cameroun n'a pas une vraie politique de création de richesse et d'industrie. Tous les petits pays de la CEMAC dont vous parlez s'occupent correctement de leur population. Voilà pourquoi les Camerounais sont chassés, parce qu'ils vont polluer les autres dans leur pays. Pour conclure, j'ai vécu en Guinée équatoriale et au Gabon. Ces pays... Merci pour la contribution. On va essayer d'en prendre une autre. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir spécial au Dr Badjek. Pour parler de la CEMAC, la CEMAC croise beaucoup de problèmes et d'obstacles pour surmonter ces difficultés. Plusieurs solutions peuvent être
émises. D'abord, les États membres devraient investir davantage dans les infrastructures régionales. Il serait aussi essentiel de réduire les barrières douanières afin de développer les industries et l'agriculture moderne. Merci pour la contribution. Bonsoir, M. Mbarga. Merci pour la contribution. Bonsoir à tous, à tous les panélistes. La CEMAC est souvent au cœur des débats, surtout quand on parle de gouvernance. Et franchement, les questions ne manquent pas. Voici les principales. Une gouvernance trop centralisée, c'est une interrogation. Beaucoup estiment que la prise de décision est excessivement concentrée entre quelques chefs d'État et institutions clés. Résultat, lenteur dans les réformes, faible autonomie des organes techniques, décisions parfois plus politiques qu'économiques. Le respect des textes communautaires. Un gros problème, les règles existent, mais leur application est inégale. Certains chefs d'État ne respectent pas les critères de convergence. Les sanctions prévues sont rarement appliquées, ce qui affaiblit la crédibilité de la CEMAC. Le rôle et l'indépendance des institutions. Des institutions comme la BEAC, la COSUMAF ou la commission de la CEMAC sont censées être techniques et indépendantes. Mais on reproche trop souvent des interférences politiques, un manque de transparence dans les nominations, une faible redevabilité envers les citoyens. Quatrièmement, la transparence et la lutte contre la corruption. La gouvernance souffre aussi d'un déficit de transparence dans la gestion des ressources, d'un contrôle insuffisant des finances publiques, d'une perception élevée dans la corruption dans plusieurs États. Alors, merci pour la contribution. Vous nous avez quasiment envoyé un mémoire. Merci, on a compris votre préoccupation. C'est M. Yebe Ambena depuis la ville de Sa. Merci, cher monsieur, pour la qualité de l'intervention. Alors, Dr Badjek, problème de gouvernance, problème de leadership. Les politiques sur le plateau interrogent la longévité des chefs, des patrons de la CEMAC. Beaucoup estiment que le logiciel devrait être pas changé, mais rénové quand même. Lorsqu'on a des chefs d'État qui ont une vision, qui avaient un certain dynamisme, on a l'impression que depuis 10 ans, la commission stagne un peu, malgré le fait qu'elle soit rotative, mais on a l'impression que les décisions prises ne sont plus appliquées. Et le train de vie de la CEMAC, est-ce qu'un étant fonctionnaire de la CEMAC coûte cher à la commission? Le président Ngonga a tout fait de le dire, qu'il fallait supprimer certains postes. Est-ce que les fonctionnaires de la CEMAC coûtent cher pour qu'on en arrive à en envoyer certains quartiers? Je pense que c'est même une question qui pour moi n'est pas la priorité ici aujourd'hui, parce qu'on n'a même pas évacué le véritable problème de la CEMAC. C'est lequel? Moi je dois vous dire, il y a quelque chose qui est clair. On ne peut pas travailler avec une institution qui est aussi vieille qu'elle n'a jamais fait de réforme. C'est d'abord la première chose. Se remettre en question, c'est fondamental. Quand vous me parlez de vos amitiés, vous criblez le monde occidental, vous avez tout fait d'occulter ce que de l'autre côté on nous donne comme argent, sans vérifier que ce qu'on nous donne comme argent est véritablement investi dans le développement. Oui. La question de la gouvernance, la corruption. Oui, c'est déjà ce problème-là qui est posé. Chacun de vous a essayé de mettre en valeur certaines segmentations économiques. Bon, moi, j'aurais mis la croissance, avec la croissance réelle qui est examinée et qui va impacter pour qu'on puisse jouer dessus, en termes d'inflation. Oui. Mais on va dire même que de façon nominale, l'inflation a été à peu près maîtrisée, sinon même qu'elle est descendue. Ce n'est pas ça qui est la question. Ce qui est la question, c'est de savoir, n'est-ce pas, ce que nous faisons de nos économies fondamentalement et stratégiquement. Si vous continuez à voir votre économie qui est basée, n'est-ce pas, sur l'exportation des matières premières telles que le pétrole, vous n'y êtes pas. Nous sommes en plein syndrome de Stockholm. Je ne sais pas, c'est tout à fait mécanique, il ne faut même pas être économiste pour le savoir. Vous ne pouvez pas avoir basé une économie sur l'exportation du pétrole pour que lorsque le prix du brut fluctue, vous aussi vous descendez avec. Le Cameroun supporte à peu près cette question. Pour quelle raison? Parce que le commerce, même s'il est informel à une grande partie, il est au moins diversifié. Oui. Et vous allez voir la part, n'est-ce pas, du pétrole dans l'économie camerounaise est moindre. Alors, à ce niveau, docteur Badjek, il y a quand même des interrogations. Qu'est-ce qu'on fait des mauvais élèves de la CEMAC? Puisqu'il y a une quote-part liée justement à cette fiscalité-là qui devrait être reversée. Mais on a quand même des pays, encore dans la sous-région, qui ne reversent même pas. Le président Ngonga l'a dit, tout le monde n'est pas à jour en termes de cotisation. Ça veut dire que certains dans la sous-région n'accordent même pas le crédit qui devrait être le sien, justement, au fonctionnement et au déploiement de la CEMAC. Encore à ce niveau, il y a hypocrisie. Est-ce que vous savez quels sont les mécanismes de prêt auprès des bailleurs multilatéraux
comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous savez que la caution vient des réserves de change? C'est-à-dire que lorsque Exim Bank va vous donner de l'argent, ils vont appeler la France pour demander est-ce qu'on peut prêter? Est-ce que vous les avalisez? C'est comme ça que ça se passe. Donc nous sommes on en a fait niveau en zone CEMAC. Mais bien sûr, c'est la Chine prête de l'argent. Mais à la CEMAC, on appelle la France. En termes de relations internationales, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe. Alors, moi, je voudrais qu'on place l'éducation de notre compréhension autrement. Je n'ai pas entendu une seule fois, même si on a des idées révolutionnaires, comment on fait pour sortir de cette affaire-là, parce qu'on est tous englués vers des mécanismes post-coloniaux qui perdurent et qui existent et qui vont... Voilà. Docteur. Alors, c'est ça, la solution, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se remettre en question. Pendant que les gens sont en train de créer des nouveaux centres d'influence au niveau du Golfe Persique, l'Afrique regarde avec l'attitude voilà, de son heure. Non. Quand est-ce qu'on va pouvoir être vers les États-Unis? Attention, si on vote au niveau des Nations Unies comme ça, peut-être qu'on peut avoir la compassion des Nations Unies, peut-être qu'on peut avoir la conscience. Est-ce qu'on a les moyens de s'assumer stratégiquement, docteur Badjet? Je dois vous dire que la Chine n'avait pas de moyens il y a 40 ans. C'est une volonté politique qu'on devrait se donner. On en a assez de toujours se suicider en disant que écoutez, donc on va rester. Écoutez, l'Afrique en 2050, le Nigeria sera la 9e puissance mondiale. On parle de l'Afrique globale, mais nous on parle de la semence. Je vous parle de l'Afrique. Il faut bien qu'on construise à partir de quelque part. Vous ne pouvez pas les mêmes problèmes que la CEMAC. Vous ne pouvez pas refléter au niveau sous-régional ce qui n'est pas reflétable au niveau régional. Vous n'êtes pas une région qui a part. Moi, je vais vous dire que, par exemple, en Afrique de l'Ouest, quand on regarde la capacité de chaque État et le potentiel que certains États ont ici au niveau de l'Afrique centrale, on se demande pourquoi est-ce que eux ils progressent et nous, on ne progresse pas. C'est peut-être parce qu'on n'a pas essayé de vouloir réinventer notre logiciel. Ne faisons pas comme si on ne connaît pas. On ne peut pas vivre avec une structure comme ça qui est gérontocratique, qui est vieille et qui ne veut pas assumer ces changements et une réforme. Tant qu'on sera là, n'est-ce pas, à pouvoir créer une économie qui est complètement à tonnes et qui est basée sur des exportations qui, elles, sont jugées, n'est-ce pas, en fonction de tarification que l'Occident veut bien faire. Mais on ne va jamais sortir. Docteur, est-ce qu'on ne demande pas le coup de baguette magique à ces pays-là qui n'ont que le pétrole? Vous savez. Lorsque vous arrivez en Guinée équatoriale, qu'est-ce que vous voulez que le président bien fasse en 6 mois, en 1 an, pour faire évoluer le curseur et le faire sortir? Moi, je vais vous présenter une segmentation qui est très faite. Et on n'était pas très loin de la vérité. Allez-y. Au niveau de l'industrialisation, quand on a essayé de juger qu'il fallait avoir une autonomie énergétique, c'est-à-dire en créant les barrages et tout. Malheureusement, le projet n'a pas été maturé et on n'a pas compris qu'il fallait la transportation, le transport de cette énergie. Pourquoi? Parce que ça fait décoller l'industrialisation. Si vous n'avez pas le schéma où vous vous industrialisez et que vous inversez le cours des choses, qu'au lieu d'exporter le manganèse de Mbalam, que vous créez l'acierie ici et vous transformez, vous avez essayé de regarder le commerce sur l'acier de la part de la Chine au niveau de la CEMAC et particulièrement au niveau du Cameroun. Vous allez voir que nous sommes dans une histoire où c'est un contrat de dupes. Nous prenons nos matières premières, nous les exportons au gré, n'est-ce pas, de la valeur que ces matières premières représentent, et puis nous reprenons les produits. Voilà. Et non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut une véritable révolution industrielle. Il faut que, et cela devrait être changé de manière par état avec tous les autres systèmes. Ça va partir au niveau de l'éducation, au niveau de la formation des jeunes, au niveau de l'emploi des jeunes. Il faudrait que l'on change de logiciel. Vous faites encore quoi avec l'allemand en classe de 4e, en classe de 3e? Et vous faites quoi avec? Vous ne trouvez pas que... Mais un pays... Non, écoutez, un pays qui veut le chinois, écoutez, arrêtez-nous ça. Il faut qu'on fonce dans le dur. N'est-ce pas? On se décide. La Chine, qui fait ce qu'elle est en train de faire là aujourd'hui, elle n'a pas de matière première. Hein. Je vous l'ai dit, hein, elle importe énormément. Okay? Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est une politique qu'il faudrait adopter aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, nous sommes à tel niveau et nous allons industrialiser. Et cette industrialisation, c'est une révolution. La France s'est développée comment? Vous connaissez les 30 glorieuses. Acier, fer, charbon. Nous avons l'acier. Qu'est-ce qui nous manque?
on commence déjà, n'est-ce pas, à pouvoir diversifier cette industrialisation. On passe à l'agro-industrie, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci, docteur. Et ça va multiplier les niches. Merci. Alors, Simon Messengue, on a l'impression que ce débat, on le fait depuis des années. Mais la question principale, c'est la question de la dynamique. Et beaucoup interrogent le leadership de la CEMAC. Il ne fait aucun doute que nous avons, les chefs d'État que nous avons, avec la longévité qui est la leur, qui pour certains est un avantage, pour d'autres, désormais, un inconvénient. Pensez-vous que la CEMAC est à l'image de son leadership, c'est-à-dire des patrons qui, à un moment, semblent plus ou moins dépassés par les événements et par, justement, le monde qui n'est plus peut-être de leur logiciel? Moi, je pense que à chaque fois en Afrique, on veut tout politiser. C'est-à-dire que... Mais tout est politique aussi. Je me suis dit que on veut toujours cacher les vrais problèmes à travers la propagande politique. Il faut qu'on se dise les vérités, il faut qu'on se regarde en face. Quelles sont ces vérités, M. Messengue? La première des choses, c'est que beaucoup de personnes ont cité la Chine, ils ont cité la France. Oui. Ils ont cité... Tous ces pays-là avaient un caractère, une monnaie souveraine. Cette monnaie-là pouvait réguler leurs échanges. Quand on sent que nos exportations souffrent déjà, parce que les exportations, c'est les devises, c'est avec les devises qu'on commerce dans le marché international. Quand on sent que ça souffre déjà, on déprécie notre monnaie. On la déprécie et on rend nos exportations beaucoup plus viables. Les pays de la CEMAC n'ont pas cet appareil. D'ailleurs, pas les pays de la CEMAC seulement, tous les pays utilitaires du franc CFA. Pourquoi? Mais pourquoi ça bouge au niveau de l'Afrique de l'Ouest? On a l'AES qui semble aujourd'hui le modèle à suivre. Vraiment, on a justement Ibrahim Traoré et les autres. Vous savez ce que je suis souvent parfois écœuré de voir que les gens font de l'agitation pour rien. Rien ne bouge. Aucun pays des 14 pays utilitaires du franc CFA, rien ne bouge là-bas. Je dis bien rien. Rien ne bouge. Regardez, attendez, Burkina Faso, Mali, Niger. Les richesses là-bas, ça se passe comment? Le Burkina Faso a cessé d'être le pays le plus pauvre du monde. Je crois qu'il faut qu'on arrête de faire du saupoudrage dans les choses réelles. La monnaie actuellement, le franc CFA actuellement, est l'épée de Damoclès qui pèse sur toutes les économies. Est-ce que ce n'est pas l'excuse facile? Ce n'est pas une excuse. Lorsque vous empruntez à des taux usuriers à l'échelon international et que lorsque l'argent arrive au Cameroun, arrive en Guinée équatoriale, arrive en Centrafrique, on se retrouve avec Stéphane, une qualité de dépense qui n'est pas appropriée. On est dans le fonctionnement, Simon Messengue. Stéphane, aucun pays de la CEMAC n'est endetté. Ah bon? Oui, il a dit qu'il faut qu'on vous dise une chose. Aucun pays de la CEMAC n'est endetté. Je vous rappelle une chose. Qu'est-ce que La France, écoutez, la France dont vous parlez là. C'est pas vrai. La France dont vous parlez, les États-Unis sont les pays les plus endettés du monde. C'est-à-dire que leur dette dépasse leur PIB. Peut-être c'est la capacité à rembourser aussi. Ce n'est pas un problème de capacité à rembourser. Il faut qu'on se comprenne très bien. La monnaie que nous avons est le premier obstacle. Oui. Et tous les 14 pays sont dans ce sillage-là. Lui et moi fonctionnent encore. Vous parlez lui et moi, c'est égal à la CEMAC, c'est pas la CEDEAO. C'est lui et moi. Parce que c'est eux, là-bas, c'est eux qui gèrent le franc CFA XOF et les autres ici à la CEMAC, c'est XOF. C'est la même chose. La Côte d'Ivoire, c'est des pays similaires au Cameroun. C'est bon, monsieur, vous avez volontairement éludé la question du leadership. Vous n'avez pas voulu y arriver. Le problème ici, voilà, nous avons un problème. Oui, lequel? Ici, la CEMAC, les pays de la CEMAC, il y a une crise sévère. Et si vous voulez saupoudrer en disant que oui, il y a des gens qui ont fait 40 ans, 43 ans, et on rentre, c'est bon. Mais je suis en train de vous dire une chose. Voici le premier problème. Le premier problème est celui-là. Il faut reformer cette monnaie. Qui va donc reformer? Il faut la reformer en déverrouillant le système de parité fixe et en l'adossant à un panier de devises. Est-ce que le chef d'État actuellement peut le faire? Il a la volonté de le faire. Écoutez un peu. Les chefs d'État tirent la volonté du peuple souverain. Il faut que le peuple souverain lui-même soit conscient de ça. Il faut qu'on se dise une chose. Le colonel a dit quelque chose qui est passé inaperçu. Quand vous voulez aller prêter l'argent, on appelle quelque part. Vous savez pourquoi?
Non. Parce que la parité est fixe et adossée à l'euro. Mais si nous avons une monnaie qui est adossée au yuan chinois, qui est adossée au dollar, qui est adossée à l'euro, qui est adossée au yen, bien évidemment, nous aurons notre diversification de l'économie sera davantage bien plus forte encore. La Chine c'est-à-dire que la coopération bilatérale sera beaucoup plus forte qu'avec un intermédiaire qu'on ne connaît pas mais qui tire les ficelles. Ça c'est de un. De deux, il y a des questions internes. Là justement, il y a la diversité au niveau interne de chaque économie. On vient de parler aujourd'hui. La plupart de ces pays-là, c'est le fonctionnariat. Tout le monde promeut le fonctionnariat. On est aujourd'hui, et c'est pour cela qu'ils bloquent les frontières. Ils oublient une chose, c'est quoi? C'est que quand vous avez un pays aussi dynamique que le Cameroun, les Camerounais peuvent naturellement aller étendre l'entrepreneuriat de ce côté-là. Mais il y a une chose qui est la population. La population aussi aujourd'hui. Vous avez un pays comme la Guinée équatoriale qui a pratiquement 1,7 million d'habitants. Peut-être le tiers de la population de Yaoundé. Ce n'est pas un marché. Ce qui fait que vous avez entendu en Guinée équatoriale avec des cités fantômes. C'est-à-dire qu'on a fini de construire les belles maisons, ainsi de suite, mais il n'y a pas de locataires, il n'y a personne. Donc, c'est un investissement perdu. Le Gabon, c'est la même chose. Le pays le plus peuplé en Afrique centrale, c'est le Cameroun qui a 30 millions d'habitants. Donc, c'est cela. Et donc, il faut qu'on se dise une chose. C'est une nécessité d'ouvrir les frontières, mais de bien réguler cela, parce qu'en même temps, on ne va pas aller envahir un pays comme la Guinée équatoriale qui a déjà 500 000 Camerounais qui ne souffrent de rien, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème là-bas. 500 000, donc pratiquement le tiers de leur population. Et vous leur demandez encore d'ouvrir les frontières comme ça pour qu'on en arrive à 3 millions et une invasion. S'agit-il donc de la libre circulation? Il y a donc effectivement les réformes doivent être au niveau des quotas. En zone CEMAC, on doit arriver à des quotas? Tout à fait. Oui, parce que chaque pays gère sa souveraineté, oui. Même avec le Niger, nous avons ce problème. Le modèle européen, Schengen. Non, il y a ça. Il y a les quotas là-bas. Si. Il y a les quotas. Sortons de là. L'Allemagne, en Angleterre. La libre circulation, c'est la libre circulation. Sortons de là. Il y a les quotas. Sortons de là pour dire que il y a une solution qui depuis 2022 fait son bonhomme de chemin. Laquelle, Simon? C'est la fusion CEAC-CEMAC. Bon. Cette fusion CEAC-CEMAC est la meilleure solution aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand vous avez une sous-région comme la CEMAC qui a un seul leader, même sur le plan démographique et autres, le leader là souffre. Et il ne peut même pas se développer parce qu'il est obligé de tirer les autres pays qui ont un déficit d'abord démographique et un déficit au niveau des réformes économiques. En revanche, en zone CEAC, vous avez le Cameroun, vous avez la RDC, vous avez le Rwanda et vous avez l'Angola. Donc ils sont 5 ténors, même sur le plan démographique, qui peuvent réguler ce leadership-là et permettre à ça. Et de deux. Même chef d'État, même population. Comment s'en sortir? Stéphane, donc très bien. Pourquoi la CEAC? Pourquoi arriver à sortir à la CEAC? Premièrement, parce qu'on n'aura plus un problème de monnaie. La monnaie ne pourra plus, les 11 pays ne peuvent plus accepter d'avoir une monnaie à parité fixe qui s'est adossée à un État étranger. Non, ils auront donc une monnaie communautaire afro-africaine. Et donc, ils ont apprendre à battre monnaie. Et donc, de ce fait, on a balayé le problème de la monnaie. Et de deux, ce critère de convergence dont le téléspectateur parlait. Parce qu'effectivement, vous voyez quelqu'un qui vient de prendre le pouvoir pour montrer qu'il est fort. Il se met à bazarder tous les critères de convergence et il se met à s'endetter en oubliant qu'en s'endettant, il endette des autres pays de façon indirecte. On a vu ça avec certains pays que je ne peux pas citer ici. Et donc ce problème-là reste toujours et demeure. Merci Simon, merci. Alors, bonsoir au panel. La crise de la CEMAC est révélatrice d'un modèle économique et financier dépassé. Il n'est plus question pour une communauté comme celle de la CEMAC de ne pas avoir le contrôle de sa monnaie et les politiques publiques. Développement asphyxié par les engagements de nos bailleurs. À l'aune de ces difficultés, il paraît clair aujourd'hui que la fusion des communautés d'Afrique centrale, CEMAC, CEAC qui est en train de se former, dont le Cameroun a la responsabilité,
de fixer un agenda de transition est de mise. Je salue la lucidité du docteur Didier Badjek. L'absence de vision stratégique solide et pertinente peut plomber même la volonté politique de développement. Cordialement, c'est M. Milia Jules. Alors, Aimé Cyprien, Oui. la CEMAC semble aujourd'hui, j'aime bien la formule, à la croisée des chemins. On fantasme sur le fait qu'en allant vers la CEAC, on peut essayer de nous en sortir. La question que j'ai posée, c'est est-ce qu'on ne va pas transporter le même tas? Puisque là-bas, on va trouver la RDC qui a déjà ses problèmes, on va trouver l'Angola, on va trouver tous les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de la réforme, peut-être même idéologique de la CEMAC, ne se pose pas avec acuité? Est-ce que c'est avec ce leadership qu'on peut faire ce saut qualitatif vers l'émergence, vers l'industrialisation? Et ce n'est pas question aujourd'hui de revoir tout de fond en comble de façon à ce qu'on puisse espérer justement un saut et un bond vers les cimes en termes de développement qui sont souhaités par les peuples. Tout à fait. Et vous faites bien de le dire. Je pense pour ma part, effectivement, que la solution la meilleure, serait justement cette fusion entre la CEMAC, la CEAC, et même parce que nous avons eu un certain nombre d'informations qui nous font état du fait que même le Nigeria, s'il y a une fusion entre la CEMAC et la CEAC, le Nigeria voudrait même rejoindre cette grande organisation. Nous aurons un très grand marché, nous serons beaucoup plus viables en termes d'économie en Afrique centrale, y compris le Nigeria. Mais je voudrais quand même dire, et vous faites bien de le souligner, je l'ai déjà dit, effectivement, nous allons transporter naturellement nos tas en CEAC. Ce n'est pas avec ce leadership que nous pouvons justement construire, faire ce saut qualitatif vers à ce niveau, M. Cyprien, comment est-ce que se présente le leadership en zone CEMAC? On a quand même des jeunes. Le président Déby du Tchad, c'est un jeune. Oui. Le président Oligui du Gabon, c'était un jeune. Oui. Le président Touadéra de Centrafrique, bon, il est à la croisée des chemins. Face au doyen, au Biangama de Guinée équatoriale, Paul Biya, Sassou du Congo. Est-ce que c'est la machine, la mayonnaise ne plante pas, ou alors il faut plus consulter les doyens, ou alors on doit basculer vers plus de jeunesse et de dynamisme? Comment est-ce qu'on peut mouler un leadership capable justement d'opérer ce saut qualitatif en zone CEMAC? Non, il faut que la plupart de nos dirigeants cessent d'être des... je n'ai pas envie de dire... Certains parlent de préfets ou de sous-préfets. Il faut que nos dirigeants, que les pays d'Afrique centrale se dotent des dirigeants courageux, qui sont capables justement d'avoir une vision. Le docteur parlait de stratégie. Vous ne pouvez pas bâtir une stratégie de développement si vous recevez vos instructions sur la moindre petite décision de quelqu'un d'autre. C'est le cas aujourd'hui? Mais oui! C'est pas des réducteurs le dit. Non, vous savez, vous avez parlé de jeunesse, c'est même pas un problème de jeunesse. On peut avoir un chef d'État qui n'est pas jeune du tout, mais qui prend ses responsabilités, qui implémente les réformes et qui oriente son pays vers une politique de développement. On peut aussi avoir un jeune, vous avez cité un certain nombre de jeunes, je ne sais pas s'ils sont plus courageux que les doyens que vous avez aussi cités, parce qu'il y a plus ou moins, si on prend votre analyse, 3 jeunes et probablement 3 moins jeunes, ouais. Parce qu'ils ne voudraient pas très souvent qu'on parle de vieux, parce que c'était intime que quand on dit vieux, c'est qu'on est en train de les insulter. Mais en réalité, vous pensez que ces jeunes, entre guillemets, que vous avez nommés tout à l'heure, peuvent facilement prendre des décisions devant des doyens qui ont... nous allons à une élection aussi à côté là. Au Congo, au Brazzaville, au mois de mars. Oui. Mais vous voyez, c'est le président Sassou, il est candidat. Comme le président Biya l'a été ici. Oui. Vous croyez qu'un jeune, un jeune, entre guillemets, le président Oligui peut dire quoi concrètement à M. Biya? Mais il faut parler de sa fougue. Il peut parler de la fougue. Il peut dire quoi à M. Sassou Nguesso? Que peut-il dire au président Obiangema? J'ai dit, le problème de notre sous-région, c'est que vous avez justement des leaders, entre guillemets, qui refusent d'assumer leur leadership. Et qui reçoivent des instructions d'ailleurs. Et j'ai l'impression, et c'est même ça qui se dit, nos peuples le disent,
qu'ils sont là depuis 40-50 ans, parce que justement, quand ils ont déjà le cutus de celui qu'on appelle souvent, hein, on appelle, est-ce qu'on peut... plus tard, alors, dès qu'on dit là-bas, vous pouvez rester... Pompidou, Chirac, c'est toujours eux qu'on appelle. Vous pouvez rester... En 2026. Mais c'est clair que c'est ce qui se passe. Comment pouvez-vous donc comprendre que pendant que les mêmes, quelquefois, tapent sur un certain nombre de leaders, hein, qu'ils disent malmener la démocratie dans certains autres pays qui utilisent le franc CFA, mais qui restent bouche bée lorsque un certain nombre, justement, de chefs d'État quarantenaires malmènent la démocratie. Vous voyez, vous avez parlé des États du Sahel. Moi, je refuse d'ailleurs de faire une comparaison. Il n'y a même pas de comparaison à faire entre l'UEMOA et la CEMAC. Hein. L'UEMOA est beaucoup plus avancé que la CEMAC. Et je veux vous dire, et monsieur Messengue, vous ne le savez peut-être pas, même ce que vous appelez le rapatriement des réserves d'échange, c'est pas la même chose hein, en UEMOA qu'en Afrique centrale. Ça, je vous le dis, moi je vous informe, allez vérifier. C'est pas le même quota en termes de rapatriement de réserves. La CEMAC a beaucoup plus de difficultés à rapatrier 50% de ses réserves. Or, dans la zone UEMOA, c'est plus de 50%, c'est largement, c'est même pratiquement près de 100% des réserves qui sont rapatriées au niveau de l'UEMOA. Pourquoi cette disparité? Mais justement, parce qu'on peut imaginer que du côté de l'Afrique de l'Ouest, vous avez des gens qui sont un peu plus courageux, vous avez des gens qui acceptent quand même céder la place à d'autres qui viennent avec des idées novatrices, mais en Afrique centrale, vous avez des gens qui pensent que c'est des monarchies et que... les gens qui sont élus aussi, monsieur... Bon, élus, on sait comment nous sommes... On n'élit pas monarchie. Non, mais nous savons comment... Nous venons de passer une élection, tout le monde sait ce qui s'est passé. Le président Paul Biya a gagné. Non. Bon, nous savons ce qui s'est passé. Non, le président Paul Biya a Et gagné. bientôt, nous allons aux élections au Congo. Nous savons aussi ce qui va se passer. Donc, mais en réalité, moi, je crois que c'est ça le goulot d'étranglement. Parce que pour avoir des chefs d'État qui vont arriver, vous pensez que si moi, président du FDR, Révolution, j'arrive au pouvoir au Cameroun aujourd'hui, je veux me permettre de continuer à rester tranquille dans mon petit coin sans dire que le problème de la monnaie que nous soulignons ici. Et je suis heureux que même mon frère Messengue mette le doigt là où ça fait vraiment mal à nous. Merci. Vous croyez que moi je vais accepter encore continuer avec ces CFA-là? Même si les autres, moi je vous le dis, et franchement, c'est pour ça que je parle de leadership. Le Cameroun est le pays leader. Le jour que les Camerounais, le leader camerounais, décide de faire le saut qualitatif vers une monnaie justement qui n'aura plus de parité fixe, qui ne sera plus le CFA, mais la sous-région va bouger. Mais le problème, c'est que on a l'impression que c'est le change que notre leader donne. Vous avez déjà dit, pour rester 45 ans, 50, bientôt 50 ans. Merci au pouvoir au Cameroun. Bonsoir Stéphane, je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Simon Messengue. La monnaie n'est pas un problème. Le problème, c'est la production. La zone CEMAC produit quoi? Ils vendent où? C'est la problématique. Beaucoup de pays d'ailleurs, justement, pour produire, je voudrais dire à notre spectateur quelque chose. Non, c'est technique. Moi aussi, je suis moi, je suis gestionnaire comptable de formation, donc minimalement économiste. Je voudrais dire qu'effectivement, le problème de monnaie, si vous n'avez pas la maîtrise de l'instrument monétaire, de la politique monétaire, vous ne pouvez pas produire. Parce que pour produire, une économie qui produit doit avoir deux leviers essentiels de gestion de son économie. Le premier levier d'ailleurs, c'est le levier monétaire. Et le deuxième, c'est celui budgétaire. Merci. Or, la plupart de nos économies du CFA jouent sur un seul levier qui est le levier budgétaire. Et ça ne peut pas aller. Merci. Pour produire, il faut avoir également la maîtrise du levier monétaire. Parce que justement, comme le disait pertinemment Messengue, pour dévaluer, quand vous constatez que votre économie n'est plus compétitive en termes d'exportation, vous pouvez agir sur la monnaie, soit en dévaluant ou en réévaluant. C'est ça à quoi ça sert. Merci Président. Alors, et vendent où? C'est la problématique de beaucoup de pays de la zone CEMAC qui tirent d'autres en bas. La République du Congo, imaginez un pays qui vit avec une dette qui dépasse largement la norme communautaire. Je suis également le Gabon aujourd'hui, le premier ministre, le tout dernier premier ministre du président Ali,
Monsieur Bilibinze, je crois que c'est comme ça qu'il a. Je le suivais aujourd'hui, ce matin, sur les ondes d'une radio internationale, qui disait effectivement qu'ils sont passés, je crois que de 50% à 75% ou 70% Merci. de leur PIB. Merci pour cette réaction. En termes de dette. Réaction qui nous vient de... Bonsoir Monsieur Mbarga et à votre panel. J'ai assisté médusé à une critique dévalorisante des sciences humaines et sociales, notamment l'enseignement des langues, par un titulaire de doctorat. Du point de vue géopolitique, c'est une faute didactique, car l'importance de cette discipline pour comprendre les interactions complexes entre les langues, les cultures et les sociétés est fondamentale sur la compréhension des phénomènes sociaux et culturels. Les sciences humaines et sociales à travers les langues sont essentielles pour comprendre les dynamiques complexes qui régissent nos sociétés et leur dévalorisation est regrettable. C'est le docteur Fabio Tama depuis certainement la France, puisque c'est un plus, docteur en 33. En linguistique. Dieu donné TJC. Qu'est-ce qu'on fait de la CEMAC? On ferme les portes, on essaie de construire notre sous-région avec d'autres arguments à faire valoir, ou alors tout simplement on essaye d'abord de commencer par la CEMAC des peuples en mettant en avant la libre circulation des biens des personnes via les passeports et surtout le passeport CEMAC et surtout justement cette circulation des peuples. Il faut refonder la CEMAC en tuant la gombocratie. Qu'est-ce que c'est que cette expression encore? Oui, vous savez, tout à l'heure, il a évoqué les leaders qui prennent leurs ordres ailleurs. C'est avéré? Oui, c'est clair. À partir du moment où vous avez des réserves d'échange dans un autre pays, toutes vos importations, du point de vue stratégique, même pour votre sécurité, viennent d'ailleurs. Vous êtes pratiquement... Est-ce que c'est le bon procès? Non, cette situation, les leaders actuels, pour certains, les ont trouvés. C'est pas de leur faute aussi. Écoutez, vous savez, il est facile d'estimer qu'on est condamné avec l'histoire. Non. Nous avons besoin de reprendre la main. Il faut faire la CEMAC des peuples. Et pour faire la CEMAC des peuples, il est urgent que nous soyons aptes à produire ce que nous consommons. Oui. Arrêtons d'être des éternels exportateurs. Il a évoqué la question de la Syrie tout à l'heure. Vous trouvez que pour une CEMAC sérieuse, pour des pays sérieux, un pays qui aspire à maîtriser son espace territorial, Oui. sa mer territoriale, sa spatialité, vous serez en train d'exporter votre fer en Chine pour en retour recevoir les IPE de moins d'une tonne qui coûte 600 000, 700 000 pourtant, ce que vous avez exporté ne correspond pas. À ce niveau de TJC, je reste avec vous. Je vous pose la question. Il y a quelques jours, Dr Badjek et nous autres, dans quelques réflexions, on s'est interrogé sur la Goa que le président Trump remet sur la sellette aujourd'hui et avec cette lamentation anti-camerounaise sur le fait que le Cameroun avait été ôté de la liste. Est-ce qu'à ce niveau encore, on ne devrait pas s'interroger sur justement les réflexions qui sont celles de nos dirigeants? Est-ce que des opportunités, puisque c'est ainsi que la Goa est définie, peuvent, comme la Goa, peuvent être de nature justement à favoriser ce dynamisme souhaité évoluer en zone CEMAC? C'est des pleurs parce que le Cameroun n'y est pas. Stéphane, arrêtons d'être des éternels pleureurs. Voyez-vous, nous avons des leviers capables de pouvoir influencer dans le cadre de ces différentes relations. Le fond du problème, c'est notre capacité à produire l'énergie nécessaire pour transformer notre dispositif économique. Vous avez ces pays-là, ils fabriquent des voitures, Oui. ils fabriquent des avions, ils fabriquent des armes, ils fabriquent des munitions. Nous sommes à rester là, être le shopping de ces différents pays. Conséquence, nous plombons. Donc aujourd'hui, il faut faire la CEMAC des peuples. Cette CEMAC des peuples doit déjà pouvoir... C'est aujourd'hui qu'il faut la faire, après 30 ans de construction. Mais attendez un peu, à chaque génération, c'est combat. Tout à fait. Si les leaders de la génération de Mamadou Ebineta ont cru qu'ils étaient des éternels élèves de Paris, nous ne sommes pas élèves de Paris, d'où l'urgence que, en faisant la CEMAC des peuples, nous soyons aptes à changer le curriculum de formation académique de nos écoles, pour que nous puissions former des gens qui sont aptes
non plus à être des éternels exportateurs des matières premières, mais plutôt à exporter les produits finis de façon à avoir une valeur ajoutée. Il a évoqué un point tout à l'heure, à savoir qu'on peut adosser notre monnaie sur le yen, sur le dollar. Mais la prostitution économique ne tient pas. Nous avons de l'or. Nous avons de l'or suffisamment. La Centrafrique a de l'or. Le Cameroun a de l'or. Mais cet or aujourd'hui est pratiquement, avec la complicité de certains, qui pensent qu'ils sont toujours des sous-préfets de l'Occident, exportés à tout va vers les Émirats Arabes Unis, vers le Golfe, vers l'Europe, vers l'Asie, vers les États-Unis, pendant qu'ils prennent notre or à vil prix pour constituer leurs réserves. Nous sommes à dépendre des autres. Donc aujourd'hui, il faut refonder la CEMAC. Refonder la CEMAC en comprenant que à partir du moment où le modèle de désignation d'un dirigeant n'est pas adossé à ceux dont il est censé incarner les aspirations, cela entraîne pratiquement sa chute. Merci, Dieudonné. Une contribution. Monsieur Messengue, vous aurez la parole tout de suite après. Bonsoir. Comment la SND30 peut-elle mieux s'opérationnaliser au Cameroun sans le PDI, le plan directeur d'industrialisation dont on parle peu ces dernières années? Le colonel Dr Badjek est sur la bonne trajectoire. À cette trajectoire, la zone CEMAC devrait se préoccuper de la question monétaire, de l'assainissement de la gouvernance interne et de l'ouverture effective des différentes frontières en exécution des engagements ratifiés. Docteur Jacques Josué Annaba. Simon Messengue. Merci. Je voulais dire à certains de nos hommes politiques que le temps de la propagande était... À votre leader, surtout à lui. Le temps de la propagande c'est lui qui est au sous-préfecture de la France. Alors, s'il vous plaît, restons... nous avons un débat technique qui nécessite la meilleure compréhension des gens. Nous parlons d'une sous-région à caractère monétaire. Elle est monétaire et économique. Et donc, cette sous-région a des problèmes. Ces problèmes-là sont des problèmes structurels. Qui doit? Très bien. Qui doit? On identifie ces problèmes comment? On a parlé de deux leviers. On a parlé d'une monnaie qui est devenue atypique et dépassée, qu'il faut réformer, et de la structuration de chaque économie. J'entends des gens sous-préfets monter, descendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que tous ceux qui sont sur ces plateaux participent à essorer les devises que nous avons? La preuve, nous sommes habillés de façon extravertie. Moi, je ne suis pas habillé de façon extravertie. Très bien. Moi, je suis un révolutionnaire. C'est là où je voulais arriver. Je suis habillé. Vous allez vous rendre compte que le boubou que porte le président est nettement plus cher que ce que nous portons. Mais il a été confectionné ici. Je suis d'accord. Il a été confectionné au Simon Messengue, vous voulez nous dire? Parce que là, très bien, vous comprenez pour le coton. Vous comprendrez, moi je pense une chose, c'est qu'un débat comme celui-ci permet à ceux qui, vous voyez, il y a une interaction et les gens agissent. Donc, essayons de nous mettre à la hauteur de ceux qui agissent. Nous sommes en train de dire ceci. Quel est le pourquoi nous dénonçons la monnaie? Parce que ceux qui disent que les réserves sont liées au fait que c'est pour parler terre à terre. C'est pour acheter la parité fixe. C'est-à-dire, vous voulez que votre monnaie soit à parité fixe, vous achetez. Donc il y a des garanties que vous mettez. C'est ça qu'on appelle les réserves. Les réserves sont des garanties. Quand vous voulez aller prendre l'argent, faire un emprunt à la banque, on vous dit que la garantie, et c'est la banque qui tient cette garantie. C'est ce que ça veut dire. Donc, n'allons pas là-bas. Le problème est le suivant. C'est qu'en ce moment précis, les exportations, il y a des exportations manufacturières, c'est-à-dire la transformation. Nous exportons les fèves de cacao, nous exportons la pâte de cacao, nous appelons l'huile de cacao. C'est des transformations. Nous exportons le rotin. Nous devons nous industrialiser. Écoutez, quand on parle d'industrialisation, allez-y, vous allez chuter. Il faut d'abord avoir des gigantesques, avec des aciers hautes. Transformer le secteur secondaire au Cameroun représente combien? Il représente 15% du PIB. La SND30 dont parlait le téléspectateur a demandé à ce qu'en 2030, que ce soit à 25% et que le taux de croissance soit à 8,1%. Maintenant, il y a une transformation qui se fait. Mais elle sera davantage, comment dire, elle va davantage augmenter si et seulement si nous avons des marchés.
Et pour que nous ayons des marchés, il faut bien que, quand vous arrivez avec, par exemple, les chaises qu'on vend à Olezoa, par exemple, les chaises à Olezoa, par exemple, vous voyez que pour transporter ces chaises pour l'étranger, ça vous coûte peut-être, ça va arriver peut-être à 1 million là-bas. Mais naturellement, si on avait une monnaie qui pouvait permettre à ce que, bon, comme on veut exporter désormais des chaises, il faut bien qu'on baisse notre monnaie pour créer une attractivité de ces chaises-là. Ce serait bien. Merci. Mais là où nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, ce que les leaders, parce que j'entends les gens parler de CEAC, comme si la CEAC était différente de la CEMAC. Non. La CEMAC est dans la CEAC. Parce que la CEMAC a juste un problème de monnaie que les autres n'en ont pas. Mais le Cameroun fait partie de la CEAC. Tous les autres pays font partie de la CEAC. Sauf qu'aujourd'hui, il faut diluer totalement la CEAC, la CEMAC dans la CEAC, en permettant à ce que les 11 pays aient une monnaie. Merci. Et cette monnaie-là permettrait qu'on ait 3 leviers. Donc, le premier levier de régulation des crises sera la monnaie. Le deuxième, le fisc. Le troisième, l'endettement. Et quand on a cela, évidemment, nous irons donc plus loin. Merci. Dr Badjek, en guise de solution, ou alors de proposition pour les leaders, pour que la CEMAC ne sombre pas, puisque même si elle est à connotation assez négative actuellement, il n'y a pas que du mauvais en zone CEMAC, qu'on soit ensemble, entre voisins, entre frères de la sous-région. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le soldat CEMAC dans l'urgence, puisque nous sommes quasiment en situation d'urgence? Non, moi je pense que la situation va aller en se dégradant, hein, c'est évident. Ah, vous ne rassurez pas, docteur? Non, écoutez, je ne peux pas, ma culture scientifique m'interdit, n'est-ce pas, de rentrer dans des séances de prestigitation. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Les mécanismes sont suffisamment clairs. Nous avons une économie qui est absolument portée sur des importations et dont les produits se prennent avec de la valeur Des devises. Des devises. Et à partir de la nature même de notre économie, nous ne pourrons faire que creuser ces réserves de change. Comment est-ce qu'ils l'ont compris? Ils ont mis une barre. Et que nos réserves sont aujourd'hui asymptotiques par rapport à ces barres-là. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faudrait que nous changions le système. Vous savez, pour pouvoir lutter, c'est la croissance du PIB qui donne, n'est-ce pas, la santé économique d'un pays. Oui. Et après cela, pour pouvoir jouer dessus, on sait que lorsque on est en difficulté, il y aura l'inflation qui va comment augmenter. créer cette émulation au niveau de la sous-région, puisqu'on peut se réveiller au Cameroun, alors que ça dort un peu chez nos voisins centrafricains, on peut se réveiller en Centrafrique, alors qu'on est resté sur le pétrole en Guinée équatoriale, comment est-ce qu'on crée une émulation collective, de façon à ce qu'on puisse véritablement essayer de sauver ce qui peut l'être encore? Non, moi je pense que c'est quand on sera dans le véritable naufrage qu'on va se réveiller. Parce que, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? On va se noyer, hein. Si vous regardez un peu les politiques de tous les pays qui nous entourent, vous allez voir qu'il y a une indiscipline qui est incroyable. Mais aujourd'hui, notre président de la République a aussi un devoir par rapport à son électorat, par rapport à son peuple. On ne va pas se suicider au prétexte qu'on devrait sauver la RCA et autre chose. Moi, je suis pragmatique. Je suis déçu que ce soit un docteur, par exemple, qui revienne sur la question de l'allemand que j'ai évoqué comme ça. Mais écoutez, ce que nous voulons pour notre jeunesse aujourd'hui, c'est une main-d'œuvre de production. Ce n'est pas une main-d'œuvre de beaux-arts. Vous allez aujourd'hui en Allemagne, on ne va jamais vous dire que le français fait partie de l'enseignement capital, de l'enseignement général. Non. Ce que veut dire, n'est-ce pas, nous n'avons pas de réel politique. On ne sait pas s'adapter. On est sur des vieux schémas, des vieux systèmes. Il faudrait qu'on se réinvente. Il faudrait qu'on change de logiciel. Non, je n'ai pas terminé. Docteur, le temps va nous manquer. Écoutez, vous m'avez posé une question de portée stratégique. 30 secondes encore. Pourquoi mais si déjà vous ne voulez pas accepter que la CEMAC est dans le suicide, moi j'ai toutes les prévisions ici. Par rapport à mon ECB, je vais vous dire que nous fonçons dans le mur. Si nous ne changeons pas de façon structurelle, on va dans le mur. Merci, docteur Badjek. Il nous reste à peine une minute, malheureusement. Aimé Cyprien, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est que justement... 30 secondes, puisque la réalisation nous fait les grands signes. Les gens, s'ils ont encore un minimum de patriotisme, qu'ils sortent de leurs égoïsmes pour comprendre que le temps de recevoir, d'être des agents qui reçoivent des instructions est révolu et qu'il faut qu'ils prennent véritablement le taureau par les cornes. Il faut changer. Merci. Il faut changer non seulement le leadership,
en Afrique centrale, et en attendant qu'on le change, ceux qui sont là doivent comprendre qu'ils ont intérêt, n'est-ce pas, à écouter les experts. Il faut sortir des logiques de CFA et autres, et jeter les bas des économies de production. Merci. Malheureusement, cher monsieur, on ne pourra pas prendre votre mot de la fin puisque nous avons des contraintes très strictes en tant que télévision de qualité, télévision professionnelle sur le respect de la norme temps. On va dire qu'on n'est pas parvenu à justement tout dire sur cette question de la CEMAC. On va rester attentif au dernier développement et on reviendra très certainement lundi prochain lorsque ce sera 21h heure de Yaoundé au Cameroun pour d'autres analyses, pour d'autres évaluations. Bien le bonsoir.